Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Nicolas, troisième et dernière partie de ton témoignage. Nous sommes à La Réunion, à l'ouest de l'île. Nous sommes un peu dans les hauts, non ? Est-ce qu'on est dans les hauts On est clairement dans les hauts. On est clairement dans les hauts. La Réunion, c'est des volcans. Oui. Les hauts, c'est en altitude, la montagne. Les bas, c'est la mer. Le littoral. Le littoral. Moi, je trouve que c'est absolument délicieux. Gros bisous à Valentin et à Benjamin qui m'héberge. #bisous. Moi, j'avais envie qu'on termine ton témoignage parce que donc t'es réunionnais, tu grandis et tu vis jusqu'à 18 ans à La Réunion. Comme énormément de Réunionnais, tu pars en métropole. Oui. J'ai appris hier en parlant à quelqu'un qu'en fait, vous receviez des aides financières. Oui. Parce que moi, je me disais, ah ouais, mais du coup, c'est les Réunionnais plus fortunés qui peuvent se le permettre. Mais il y a une vraie fuite des cerveaux, quelque part. Oui. Parce que du coup, cette personne me disait, mais on a parfois l'impression que c'est même orchestré. Il y a plus d'argent qui est mis dans des aides pour que les Réunionnais partent. Lui disant, il est aide-soignant, il n'est pas sociologue et c'est que son opinion, mais je l'ai trouvée intéressante parce qu'elle est souvent répétée, qu'il y a beaucoup d'argent pour que des blancs métropolitains viennent prendre les tafs fortunés, les tafs hauts. Enfin, en gros, il m'a dit, moi, à l'hôpital, les cadres, ceux qui sont en poste, c'est des blancs métropolitains. Et les Réunionnais, ils sont à la métropole ou ailleurs. Et il disait que notamment, lui, on lui a proposé plus de sous s'il allait au Québec. Ouais. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Mais du coup, parce que moi, dans ma recherche de témoignages, j'avais vraiment envie de faire entendre une diversité. Ouais. Et je me disais, zut, si j'ai que des Réunionnais qui ont assez d'argent pour partir en métropole, c'est que je suis en train de choper des gens riches. Toi, tu te dirais de quel niveau social ? Pas riche du tout et plutôt peu aisé. C'est-à-dire que ma mère ne travaillait pas, mon père était ouvrier. Tu l'as bien expliqué, je faisais partie de ces gens qui ont pu partir grâce aux aides de l'État. C'est-à-dire que c'est pas mes parents qui ont payé mon billet d'avion, c'est aller en tout cas. C'est le département, la région, la Réunion, enfin je sais plus, mais en tout cas c'est l'État qui a payé mon billet. J'étais boursier tout au long de mes études et je faisais partie de ces gens, de ces familles modestes, de ces gens issus des familles modestes qui sont allés étudier en Hexagone. Et j'ai choisi une filière qui n'existait pas ici parce qu'à 18 ans, de toute façon, j'avais dit à mes parents, moi à 18 ans, je pars. Je pars en Hexagone, en métropole, vous me dites comme vous le voulez, mais je reste pas à La Réunion. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de vivre mon homosexualité, parce que j'avais envie d'être moi et de sortir la tête de l'eau. Donc j'ai expressément choisi des études qui n'existaient pas ici. J'ai eu l'opportunité, parce que j'ai hésité avec le fait de faire des études dans la cuisine et dans l'hôtellerie. Donc j'étais accepté en hôtellerie ici. Et même, ils ont adoré mon dossier. Je me souviens, ils m'ont appelé 3 fois. Ils voulaient que je vienne. Sauf que c'était ici. Et moi, c'était hors de question. En lien avec ton homosexualité. Ouais, c'est parce que je ne voulais pas rester à La Réunion. Je ne voulais pas rester là où il y a mes parents. Parce que j'allais rester dans le placard. Bien sûr. Il n'y avait pas d'homosexuels où j'étais. Et j'étais déjà en contact avec des homosexuels en métropole. Ah ouais. Mais justement, c'est ça qui me pose question. C'est qu'à 26 ans, qu'est-ce qui te fait décider de revenir dans cet espace où tu sais que ça va être dur? C'est qu'il s'est passé des choses entre 18 et 26 ans. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu, alors que je pensais jamais le faire, la rencontre avec mon copain de l'époque qui est devenu mon mari, où on s'est très vite, ça allait assez vite parce que on s'est rencontrés en début d'année. En fin d'année, on emménageait ensemble. Et pour moi, c'était hors de question de mentir à mes parents. À 18 ans, il y a eu ce déclic. Je suis à Montpellier depuis 1 an et demi pour rappel et j'étais devenu moi. Et c'est vrai que déjà, je commençais à en avoir marre de jouer un rôle. Et même mes colocs, c'était compliqué pour eux, parce qu'ils connaissent mes parents, de dire « Ah, là, il est sorti, il est avec un ami. » Et là, j'allais emménager avec mon copain de l'époque. Je me suis dit, là, je peux pas leur mentir. Je voulais pas être celui qui leur dit « Je vous présente mon coloc. » Et puis, j'allais entrer dans
cercle infernal de mensonges qui me paraissait insupportable. Okay. Donc, c'est le déclic a commencé à se faire en fait à 20 ans, quand j'ai rencontré Raphaël, et que je me suis dit, ok, il faut que je leur dise. Et en fait, ça a été un vrai choix de dire, je fais mon coming out et je prends le risque de perdre une partie de ma famille. Au moment où tu fais ton coming out, tu te dis, ça va chauffer. Ça va être compliqué. Ça va être un tournant dans l'histoire familiale. Ça va être une déflagration, on peut le dire, parce que mon père, je l'ai dit dans l'épisode précédent ou dans le premier, est très homophobe. Mon père est très homophobe, donc je sais que ça va être compliqué. Ça va être une pilule difficile à avaler ou qui n'arrivera pas à avaler. Je ne sais pas comment il va le prendre. Je suis un poil rassuré parce que j'ai ma mère avec qui je suis très proche. Et je pense, en tout cas à l'époque, qu'elle m'aimera toujours inconditionnellement. Mon père, on est un peu moins proche, mais il aime ses enfants. Mon père est issu d'une génération de papas, et notamment à La Réunion, qui sont un peu handicapés des sentiments et qui ont du mal à dire leur amour, à dire je t'aime. Encore aujourd'hui, il fait des efforts là-dessus. Mais il fait partie de la communauté internationale des pères qui avec leurs émotions. Oui, on est d'accord. Et du coup, je t'aime de mon papa, c'est compliqué pour lui de le dire à son fils, un câlin encore plus. Mon père a une histoire compliquée, mais je sais qu'il m'aime. Dans le fond, il le montre à sa façon, il est très maladroit, et je sais qu'il m'aime. Mais je sais aussi qu'à côté de cet amour de mon père, il y a cette homophobie et ce rejet des homosexuels. Donc je fais mon coming out à 20 ans. Et ça, donc du coup, tu fais ton coming out à 20 ans en te disant, à ce moment-là, tu te dis pas forcément je vais rentrer. Non. Tu te dis, non. Le mensonge, c'est pas possible. C'est ça. Et possiblement, une fois le coming out fait, je ne pourrai plus rentrer. Ouais, et je suis en sécurité parce que je suis loin. Je suis à 9000 km. J'ai mon copain, j'ai ma belle famille. Si je dois tirer un trait sur ma famille de La Réunion, ça va être un déchirement. C'est terrible. Ça va être un déchirement. Je sais que je garderai un lien avec ma mère. J'avais fait tous les scénarios dans ma tête. C'est ouf, c'est tellement violent. J'avais fait tous les scénarios dans ma tête. Je me dis peut-être que mon père me tournera le dos, mais je pense que ma mère me parlera toujours. Ce sera peut-être compliqué d'aller chez mes parents, mais peut-être que je pourrais aller chez mes grands-parents. Enfin, je m'étais fait un film, et puis tant pis, parce que je suis pas seul ici. Et donc, je suis parti en me disant ça. C'est ça passe ou ça casse. Mais si ça casse, tant pis, on reconstruira. Je suis parti parce que tu as fait ton coming out en personne ? Oui. Oui, j'ai fait mon coming out pendant mes vacances à La Réunion. On est en 2008 et je viens pour mes vacances en juillet-août. Et en fait, je me dis, avant que je reparte fin août, il faut que mes parents, il faut que j'ai fait mon coming out à mes parents. Ouais. Et donc j'arrive, je pose le pied en juillet, je suis tendu. Ma mère ne m'a jamais vu comme ça. Ma mère, la semaine où je suis arrivé, m'a dit, mais qu'est-ce qui va pas ? Ouais. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et j'ai laissé traîner. J'avais une amie qui était en vacances à La Réunion en ce même moment. Et elle savait, donc j'arrivais à lui en parler un peu. Moi, j'ai changé sur l'ordinateur familial avec mon copain. Mon frère, les relations se tendent tout à coup avec mon petit frère. Et ça a son importance, en fait. Je l'apprendrai par la suite pourquoi. Où il me dit, tout à coup, mon frère devient très homophobe. Mon frère me dit des propos horribles, il me fait la tête, il tient des propos homophobes, je comprends pas. Mon petit frère, il était adolescent à l'époque. Et moi, je vis 2 mois d'enfer, en fait, où cette pression, il faut que je fasse l'annonce, il faut que je fasse mon coming out. Et donc, je me jette à l'eau. Et je le dis à ma mère. Un après-midi, je me souviens, j'étais dans ma chambre, elle était en train de plier du linge. Et je lui dis, voilà, maman, j'ai un truc à te dire, j'ai un copain. Et elle comprend pas, elle me dit, j'ai un copain, c'est-à-dire. Tu t'échanges en quelle langue avec ta mère ? En créole. Et du coup, comment on dit copain en créole ? Copain. En créole, copain, c'est copain. Okay. Moi, on a un copain. Je lui dis, moi, on a un copain, j'ai un copain. Et du coup, le sous-entendu, quand on dit copain en créole, ça veut dire ami ? Parce que moi, mon copain... Oui. Ok, ça veut dire ami et petit ami. C'est ça. C'est comme en français, quand je dis j'ai un copain, mon copain, ça peut être mon ami. Il y a le même double sens. Voilà, mon ami ou mon petit copain. Ouais. Donc, ma mère m'a dit comment c'est un copain ? Et je lui dis, comme une copine, mais un copain. Et elle comprend. Et elle se met à pleurer. Mais fort. Ma mère se met à pleurer. Et tout de suite, elle est inquiète par rapport à la réaction. En fait, elle pleure. C'est pas qu'elle me rejette, c'est pas que ça la rend triste que je sois gay.
c'est qu'elle anticipe la réaction de mon père. Comment tu le sais, ça? Elle me le dit. Elle me dit, mais ton père, qu'est-ce qu'il va dire? Ton père, il va jamais accepter. Mais c'est terrible. Ton père, il va se mettre en colère. Et elle pleure, elle a peur de la réaction de mon père. Alors moi, sur le coup, je la rassure comme je peux. C'est moi qui rassure ma mère. Mais non, t'inquiète, papa, il m'aime. Ça sera compliqué, mais il va l'accepter. J'y crois pas du tout à ce moment-là quand je lui dis. Mais j'essaie de la rassurer. Elle me pose quand même quelques questions, elle se calme. On a une discussion sur qui est mon copain, comment il s'appelle. Je lui montre une photo. Elle dit quoi? Il est beau. Elle dit ça? Elle le trouve beau. Ah, maman. Ouais, elle le trouve beau. Elle me dit que je me suis pas fait chier quand même. Je me suis trouvé un beaux oreilles. Et parce que ton copain est ouais, il vient de là-bas. Il vient de là-bas. Enfin, il vient de la région de Montpellier. Donc, ouais, il est beau. Mais elle reste inquiète dans le fond et elle me dit, écoute. Et je lui dis, moi, c'est pour ça. Elle me dit, mais j'ai senti que t'étais pas bien. Et je voyais qu'il y avait quelque chose. Ouais. Et moi, je lui dis, en fait, au fond de moi, mais tu t'en doutais pas du tout. Mais non. Mais pour moi, il y avait tellement des signes. Alors, j'ai tous ces clichés en tête. Hein. J'étais fan de Sailor Moon. Moi, je voulais pas faire de football, je voulais faire de la danse. D'ailleurs, ma mère a un peu poussé pour que j'en fasse. Puis mon père, quand il a vu, j'étais seul garçon sur le podium et que les gens se moquaient un peu de moi. Oh. Mon père, de suite, il m'a retiré du club de danse. C'était hors de question que je fasse de la danse. Pour moi, il y avait des signes. Mais ma mère me disait non. Et je pense, au fond d'elle, elle savait, mais elle voulait pas l'accepter. Mm-hmm. Après, t'as dit, on a vécu sans aucune référence. Ta mère non plus n'avait pas de référence. C'est vrai. Gay. C'est vrai. Mais, enfin ouais, moi je vois ça avec le prisme. J'étais au courant, je savais. J'étais entouré quand même beaucoup de filles. Et elle se disait, on en a parlé avec elle, il a du succès. Mon fils a du succès. Il y a plein de filles qui lui tournent autour. Non, ton fils est gay, maman. C'est ses copines. Et du coup, ouais, je fais mon coming out à ma mère qui me dit, écoute, j'allais bientôt partir. J'allais prendre l'avion au retour. C'est pour ça que je me suis jeté à l'eau. Ouais. Je prends l'avion en fait fin août. Et elle me dit, laisse-moi lui dire. C'est moi qui lui... Elle me dit, je dis à ton père, je fais le coming out à ta place. J'étais pas à l'aise avec ça parce que je savais pas quel mot elle allait utiliser. Et pour moi, c'était important de lui lisser mes mots. Mais je comprends parce qu'elle avait peur d'une réaction violente. Physique. Mon père est quelqu'un... Alors, il nous a jamais frappés. Mais même enfant, mon père m'a jamais mis une fessée. Mais mon père est quand même quelqu'un de colérique et d'autoritaire. C'est-à-dire qu'il me regardait, il n'y avait pas besoin qu'il me mette une gifle, il me regardait, je pleurais. Donc, mais il est très colérique. Et donc, elle avait peur de ses colères. Même si même elle, hein, mon père a jamais été violent. Peut-être un peu violent par ses paroles. Hein. Ça, il est pas parfait. Mon père est pas parfait. Mais il a jamais été en tout cas violent physiquement. Et elle avait peur de ça. Donc, elle m'a dit, pars. Et je lui dis. Et le compromis que j'ai trouvé, parce qu'à mon sens, c'était important que je lui dise, c'est que je lui ai écrit une lettre. Que j'aurais aimé retrouver, on en a discuté, que j'ai pas pu retrouver, que je sais que ma mère a gardé, mais elle a pas mis la main dessus, ou je pense, s'il est possible, c'est qu'elle a peur de remuer un peu ces vieux trucs aussi. Elle sait que sa lettre est là, mais elle a pas envie de la retrouver, je pense. Mais en tout cas, j'ai écrit une lettre à mon père, et je suis parti. Je suis parti un lundi, à savoir que mon anniversaire, c'était le mardi. Je suis parti un lundi. Et j'arrive en métropole et je souffle, ça y est, je dis à mon copain, c'est fait, mon père pas encore, mais ça va arriver. Et bon, en fait, le mardi arrive, il faut savoir que le lendemain, c'était mon anniversaire. Donc mes parents m'appellent. Donc moi, je vois le téléphone de ma mère, je réponds, joyeux anniversaire, normal, blabla. Je te passe ton père. Et mon père, il me dit, joyeux anniversaire, normal, la conversation commence normalement. Et il me dit, j'ai lu ta lettre. Et là, un blanc. Pourtant, je suis quelqu'un de plutôt bavard, mais là, un blanc. Et je lui dis, et du coup? Il me dit, bah, du coup, t'es mon fils et tu resteras mon fils et je t'aimerai toujours. Enfin, je te rejette pas et je t'aimerai toujours. Donc, ça a été un moment où j'étais rassuré. Mais j'ai su après, et avec le recul, que ça a été une période compliquée pour mon père. Et je trouve ça d'autant encore, enfin, il a encore des soucis avec ça. C'est pas des soucis, mais il est encore maladroit avec ça. Aujourd'hui. Il n'est pas à l'aise avec ça encore aujourd'hui. Mais mon père, à partir du moment où il a su que son fils était gay, il s'est dit, je veux être un allié et je l'aimerais quoi qu'il en coûte. Et il a changé vraiment son fusil d'épaule ce jour-là. Ça lui en a coûté. Il était mal.
Je sais que même il a perdu du poids à cette époque. Ça a été une mini dépression, je pense, qu'il a faite. Mais alors, il a changé le fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'avant, c'était sur l'épaule, je tire sur les PD. Ouais, et maintenant, il tire sur qui? Maintenant, il tire sur ceux qui attaquent les PD. Ok. À sa façon. De temps en temps, on se prend quelques balles perdues quand même, il faut l'avouer. Oui. Il essaye. Il essaie de viser. Il est imprécis, mais il m'a toujours défendu parce que autant dans ma famille, parce que du coup, à partir du moment où mes parents étaient au courant, j'ai arrêté de me cacher totalement. C'est-à-dire que déjà en métropole, quand je travaillais avec mes amis, tout le monde le savait. À Montpellier, tout le monde le savait. Mais sur les réseaux, je l'affichais pas parce que mes parents n'étaient pas au courant. À partir de là, j'ai commencé à un peu plus montrer, à mettre en avant mon copain, à le dire, à puis le dire à mes tantes. Mes grands-parents, c'était un sujet parce que je suis j'étais très proche de mes grands-parents, très très proches, qui sont très pieux, très croyants. Et j'avais peur de leur réaction. Et en fait, un jour, ma mère leur a dit, parce qu'elle en avait marre de mentir, qu'elle en avait marre que dès que j'appelle mes parents, bah alors, t'as une copine? Quand est-ce que tu ramènes une copine? Ma mère, un jour, a craqué. Elle a dit, écoute, maman, il n'y aura pas de copine. Il n'y en aura jamais. Et ma grand-mère a dit, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. C'est mon petit-fils et je l'aime, il n'y a pas de souci. Donc en fait, vraiment, j'ai fait mon coming out, j'ai arraché le pansement et ça s'est bien passé. Juste, ta grand-mère très pieuse qui vit du coup dans votre village familial dans les Hauts, dans le sud de l'île, ça ce qu'elle entend de l'homosexualité, parce qu'elle est très pieuse, donc c'est pas à l'église quand elle entend des trucs, mais t'as compris. À la télé, en fait, ça, à la télé, regarde des... Oh oui, elle était fan des Feux de l'amour, elle était fan... Plus belle la vie. Plus belle la vie, moins j'aurais aimé, parce qu'il y a des belles représentations de l'homosexualité dans Plus belle la vie, mais globalement à la télé, à l'époque il n'y en avait pas tant que ça, mais il y en avait quelques-unes représentations, mais en fait je pense que ma grand-mère et mes parents, ma famille, même s'ils n'avaient pas une bonne image de l'homosexualité, et c'est ça que je trouve beau, c'est qu'ils savaient pas trop se faire, ils savaient pas trop, et c'était de l'ignorance. Déjà l'homophobie, j'aimerais revenir là-dessus, et assez souvent, c'est pas une excuse mais c'est une explication, c'est souvent de l'ignorance. C'est souvent une image que se font les gens. Mon père, c'était beaucoup d'ignorance et des préjugés. Et mes grands-parents en font partie. Donc, les images qu'ils pouvaient avoir, c'est quelque peu à la télé. On n'en voyait pas autant, même si on est en 2008, mais 2008, c'est il y a quelques années. On n'en voyait pas autant qu'aujourd'hui à la télé. Les représentations n'étaient pas toujours positives, mais elle en avait quelques-unes quand même. Moi, je fais une petite parenthèse. Je trouve que, donc, par exemple, on citait Plus belle la vie ou d'autres soaps, comme on dit, genre séries télé, qui vous rentrent dans plein de foyers et qui parfois, en fait, ça crée des attachements avec des personnages fictifs qui sont gays. Et quand ces personnages fictifs sont bien écrits, pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, et qui sont de moins en moins caricaturaux, ça donne des représentations pour que nos grands-mères, qui peuvent n'avoir aucun pote ou entourage LGBT, puissent se projeter dans quelque chose d'autre que, je sais pas, ce qu'une personne... SIDA. Je pense qu'une grand-mère a lu, elle sait ce que c'est le sida et égale gay, enfin tu vois. Oui, clairement. Et tu as dépassé des préjugés. Parce que les premiers, c'est vrai, tu dis ça, enfin évidemment, les premiers personnages homosexuels qu'on a vus dans les soaps, dans les feuilletons, souvent ils avaient le sida. Et genre à La Réunion, vous avez des feuilletons où il y a eu des personnages LGBT? Alors déjà, les feuilletons, c'est à peu près les mêmes que ce que vous avez. Enfin déjà, les chaînes, alors j'essaie de me rappeler. Ça n'a pas toujours été le cas, donc je me projette dans le temps. Mais on a les mêmes feuilletons que vous. Et on a des feuilletons locaux aussi, si je ne dis pas de bêtises. Je regarde très peu la télé. Ouais, t'inquiète. Mais en tout cas, à l'époque... T'as jamais entendu parler de personnages LGBT dans un feuilleton réunionnais? Non. Peut-être que je me trompe, mais non. Non, mais... Tu disais, mon père a plein de représentations, de préjugés. C'est parce que vous avez pu continuer à en parler ensemble? Non, en vrai, c'est quelque chose quand même... Quand je te dis qu'il est maladroit, c'est typiquement c'est ça, c'est que tu sens qu'il est mal à l'aise autour de tout ça. Ouais. Il essaie, alors avec le temps, heureusement, il est de plus en plus, mais il a lu ma lettre, il m'a dit « Ok, je te rejetterai jamais, même si ça fait mal, j'ai du mal, mais tu es mon fils. » Et au fil des ans, enfin moi, j'ai fait le truc, j'aurais laissé 2 ans, et au bout de 2 ans, j'ai débarqué avec mon copain. Enfin, et c'est ça, toi, t'avais tous les feux au vert pour dire ça va pas être un enfer. Ouais. Mais tu reviens en te disant ça va être dur, ou tu disais ah mais non, en fait c'est cool. Je me suis pas dit que ça allait être dur. Okay.
je me suis dit, bon, j'ai des alliés sur place. Je sais qu'il y a une de mes tantes qui a pu avoir des propos une de mes tantes qui a pu avoir des propos homophobes. Mon père l'a recadré, donc je savais que j'avais des alliés. Oui. Ah oui, donc ton père est passé de sale PD à recadrer ta tante. Ah oui, on a l'évêque de La Réunion de l'époque, c'est plus celui qui est en place, qui avait des propos vraiment terribles et qui organisait, lors de la manif pour tous, il affrêtait des bus dans les églises pour aller militer contre le mariage pour tous. Mon père, qui le voyait à la télé, ça l'insupportait. Mais regarde-moi-le, lui, celui-là, homophobe, qui l'insultait parce qu'il était homophobe. Et du coup, c'est pour ça que je dis que mon père a changé un peu de fusil d'épaule. Ouais. Alors, il est toujours pas à l'aise quand il voit des hommes s'embrasser. Et il a toujours très peur. Et le problème est là, à mon sens. Il a peur du qu'en dira-t-on. Il a peur du regard des gens. Il a peur du jugement. Et il a encore, et c'est ça qui est triste, un peu honte. Ouais. Et c'est ça qui me fait un peu mal encore. Et je vais venir à mon retour à La Réunion. C'est-à-dire que moi, quand je reviens à 26 ans, je me dis, écoute, ça fait un moment que je suis avec mon copain. Ça faisait 10 ans. Toute ma famille le connaît. Toute ma famille l'a adopté. À 26 ans ? Ça fait pas 10 ans. Non, ça fait pas 10 ans. Bref, j'ai du mal avec les dates. Ça fait nombreuses années, quoi. Ça fait pas 6 mois. Ça fait pas 6 mois. Ma famille le connaît. Ils l'ont adopté. Lui, ça fait Il est venu en vacances. Il est venu en vacances. Ça fait des années qu'il veut venir à La Réunion. Je suis plutôt confiant au moment où je prends la décision. Ouais. Je prends la décision de revenir et j'annonce à mes parents que on revient vivre à La Réunion. Et moi, je m'attends à une explosion de joie. Je m'attends le retour du fils prodigue. Vraiment. Et douche froide, ça n'a pas été vraiment le cas. Un peu froid. Ok. Mais vous êtes sûr ? Mais tu vas venir avec ton homosexualité, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple d'assumer un fils qui a 9000 km que de le mettre sous le nez des gens, qui vient vivre au village et qui sera là tous les jours, qui va se balader dans la rue pour aller acheter son pain, pour aller travailler, avec son copain qui vit sous le même toit. Ça s'est jamais vu dans le village. Enfin, déjà le fait qu'il assume, tout le monde sait que je suis en couple avec un mec et je viens, c'était plutôt une première. Bon, il y en a eu un, mais lui, il vit en métropole et il vient de temps en temps. Mais là, moi, que je vienne revivre ici, assumer, créer un foyer dans le village avec mon mari, c'était une première. Et mes parents, alors, ils me l'ont jamais dit frontalement comme ça, mais je l'ai très bien senti. Au début, c'était sous couvert, ouais, mais vous travaillez là-bas, est-ce que vous avez trouvé du travail ici ? Puis moi, je la rassure, je suis, bah écoute, peut-être, j'en sais rien. Et puis au début, j'aurais les acédiques, mais c'est pas grave. Et puis, finalement, mon père fait, oui, mais puis les gens, puis tu sais, qu'est-ce que les gens vont dire ? T'as pas peur Il te l'a dit. Il me l'a dit. Il t'a dit, ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, il me l'a dit. C'est pas je pense, il me l'a dit. Que vont dire les gens ? Il avait peur aussi que je me fasse un peu insulter dans la rue. Il y a aussi ce côté protecteur. Il y a le côté j'ai honte, que vont dire les gens. Il y a le côté protecteur, il avait peur de l'homophobie à La Réunion. Donc, alors je préfère, c'est mon père, donc je préfère prendre ce côté-là, mais il y avait le côté j'ai honte. Ouais. Et encore aujourd'hui, tu vois, quand des gens viennent, ses amis qui sont à la maison, et que je débarque avec mon mari, avant il disait que c'était mon ami, mon copain. Et ça passait, c'était pas clair, etc. Maintenant, c'est mon mari. Donc, et j'ai bien dit, arrête de dire c'est mon ami, parce que je lui fais des choses que je fais pas à mes amis. Donc, et du coup, c'est pas mon ami, c'est mon mari. Donc, il l'a entendu, mais il est encore maladroit. Une amie vient et il lui dit, ah bah c'est son mari, et voilà, il est gay. Et je dis, bah oui, papa, elle avait compris que j'étais gay, donc tu en fais un sujet où il n'y en a pas. La personne devient mal à l'aise parce qu'elle sent ton malaise. Donc, il a encore un malaise par rapport à ça. Mais après, il s'entend bien avec mon mari. Parce que tu vis dans un village familial. Voilà, on est très proches les uns des autres. Dans la maison d'à côté, tes parents ? C'est ça, oui, c'est ça. On vit dans la maison d'à côté. On se voit tous les jours. On se voit tous les jours ? Tous les jours, quasiment. C'est-à-dire que quand je travaille et que je rentre tard, non, je les vois pas. Mais si je rentre pas trop tard ou si je travaille pas, je vais au moins boire le café avec mes parents. Ouais. Oui, c'est pas évident, hein. Ça se passe bien aujourd'hui, c'est pas évident, mais au final, petit à petit, ton mari et toi, vous avez trouvé votre place. Oui, on a trouvé notre place. Je t'avoue que du coup, j'étais pas serein non plus. Attends, j'arrive dans mon village, dans mon bled paumé. Comment vont réagir les gens ? Est-ce que
Moi, j'étais rassuré dans le sens où j'avais des alliés, mais je savais pas comment allaient réagir les gens. Et en fait, les gens ne réagissent pas, tout simplement. En tout cas, pas face à nous. On n'a jamais. Ça fait 8 ans, en fait. J'ai compté tout à l'heure pendant la pause. Ça fait 8 ans qu'on est revenu. On n'a jamais eu une insulte. On n'a jamais eu une remarque. Plutôt l'inverse. J'étais surpris dans le sens inverse quand on s'est mariés. Les gens nous ont encouragés, j'avais peur de ça. Et les gens nous ont encouragés, nous ont félicités, nous ont trouvés beaux. Il y en a même quelqu'un qui est venu me voir du village en me disant merci pour ce que tu fais. De montrer la voie. Trop bien. Et j'ai trouvé ça super chouette. Non, j'étais surpris dans le bon sens. Après, comme je le dis à mon père, tu sais, tu auras beau marcher sur l'eau, les gens diront que c'est parce que tu sais pas nager. Donc... même si je suis gay, il y a peut-être des gens qui parlent dans mon dos, et c'est sûrement le cas, qui se moquent, c'est sûrement le cas, mais même si j'avais été hétéro, il y aurait eu des gens pour parler. Donc j'ai appris, et lui a pas réussi pas à le faire encore, à ne pas me soucier du regard des gens. T'as eu l'impression que revenir à La Réunion, te réinstaller chez toi, et enfin out, tandis que la tronçonneuse / souffleuse a décidé de travailler une nouvelle fois. T'as eu l'impression que ça t'a aidé à cheminer dans ton intime? T'as eu l'impression que ça a eu un impact? Et j'hésite à nous faire bouger dans la chambre. Est-ce que ça s'entend très fort? Bah à chaque fois, je te dis, les auditeurs me disent, tu nous saoules avec tes sons, on n'entend rien. Mais comme tu veux. Toi, ça te dérange pas? Non, moi non. Okay. Bon, on reste ici. On reste ici. Ça fait un bruit de fond. On reste sur la ASMR. Donc J'ai l'impression que ça a eu un impact. En fait, moi, je crois que le coming out et pouvoir vivre soi et s'aligner aide. Je te dis pas genre directement dans des pratiques sexuelles, mais quand même dans une façon d'être avec soi. Est-ce que toi, tu l'as ressenti? Oui, ou pas dans ce cas-là, oui. Parce qu'au début, ta question, la première fois, quand tu l'avais formulée la première fois, j'allais te dire que non. Parce que sexuellement, j'ai pas l'impression que ça a eu un impact sur moi. Mais sur la perception que j'ai de moi, sur mon identité globale, je pense que oui. J'ai arrêté de me cacher officiellement. Et je pense que de faire ce coming out à toute ma famille, ça m'a aidé. J'ai arrêté de faire des coming out comme on l'entend aujourd'hui. Après, ce que j'explique à mes amis hétéros, c'est que des coming out, on en fait... Alors pas tous les jours, mais on en fera toute notre vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Moi, ce que je fais de toute façon aujourd'hui, dans le cadre professionnel ou même personnel, je vais pas dire bonjour, en fait j'ai un truc à vous dire, je suis homosexuel. Je fais plus ce genre de coming out. Ouais. Mais par contre, on est amené à en faire régulièrement au travail ou auprès des gens qu'on rencontre. Quand on va nous dire, est-ce que vous êtes marié? Oui, j'ai un mari. Et en fait, c'est une forme de coming out. Et il y a encore là je le dis, et il y a un avant et un après, c'est un grand mot. Mais à partir du moment où je parle de mon mari, de ce genre de choses, les gens savent que je suis gay. Et encore au fond de moi, je me dis, c'est un coming out. Et les gens peuvent mal réagir, ou en tout cas ne plus avoir la même image que moi. Et donc pour répondre à ta question, cette partie-là où avant c'était compliqué, je devais faire des annonces, où j'avais l'impression une révélation, où je devais faire quelque chose de très cérémonial, écrire une lettre, écrire un message. À partir du moment où ma famille ou mes proches ou les gens qui comptent étaient au courant, en fait je me suis dit c'est plus un sujet. Je pense que moi ma question c'était plus, est-ce que tu as l'impression que l'autodétestation que tu as sur ton corps, dont on a parlé dans les épisodes précédents, peut s'amenuiser grâce ou aurait pu être connecté avec le fait d'être gay? Alors ça aurait pu. En tout cas chez moi, je n'ai pas l'impression. C'est mon autodétestation. Je pense qu'elle aurait été la même si tu avais été hétéro. Si j'avais été hétéro. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est mon intime conviction, c'est que c'est pas lié à mon homosexualité. Et je pense pas que là-dessus c'est changé quelque chose. Toi, avec ton nouveau regard, alors t'as jamais connu la communauté gay, j'emploie avec mes doigts, je fais le geste des petits guillemets.
Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que tu es là. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une communauté queer à La Réunion dont tu fais partie? Est-ce que tu sors dans des lieux, tu es dans des assos? Est-ce que tu côtoies d'autres personnes LGBT à La Réunion? Alors, réponse courte, non, mais je vais m'expliquer. Je pense qu'on fait tous partie de cette communauté intrinsèquement parce qu'on partage tous les mêmes problématiques, les mêmes questionnements, en tout cas qui se ressemblent, on se rejoint sur certains points, donc on fait partie d'une communauté, mais je la fréquente peu. Et je suis content par contre qu'elle se développe à La Réunion, c'est vraiment une bonne chose. J'aurais aimé que le moi de 16-17 ans voit ce qui est en train de se passer à La Réunion. On a une Gay Pride depuis quelques années, on a des associations... Marche des visibilités. Une marche des visibilités, merci. Pas que les gays. C'est vrai, t'as raison. Tu fais bien de me corriger. Et on a une marche des visibilités qui se fait depuis quelques années, des associations qui se mettent en place. Je vais pas les citer parce que j'ai peur d'en oublier, mais il y en a plusieurs. Ouais. Et merci à eux et bravo pour ce qu'ils font. C'est pas toujours facile, mais les choses bougent. Et une vraie communauté queer qui se développe à La Réunion. On a même des ballrooms, enfin, c'est incroyable. Et c'est une vraie chance. Pourquoi tu y participes pas? Parce que... pareil, je me suis posé cette question avant d'arriver avec toi aujourd'hui. J'ai pu côtoyer cette communauté à Montpellier. Alors, c'est pas la même, parce que je pense que c'est pas les mêmes questionnements. À La Réunion, la communauté, en plus du côté queer, il y a aussi le côté des îles et je pense qu'il y a d'autres questionnements, enfin, racisés, ce genre de choses qui ajoutent d'autres questionnements. Mais en tout cas, j'ai côtoyé la communauté à Montpellier, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup aidé, mais à un moment donné a pu être toxique sur certains points. Ouais. Sur le jugement, sur mon apparence, moi qui avais déjà un problème avec ça. C'est pas forcément un lieu safe pour toi. Non, je me sentais pas. En tout cas, c'était pas une safe place. Ouais. Ça l'a été à un moment donné dans les associations où j'ai pu connecter avec des gens. Et à partir du moment où j'ai un peu développé cette communauté-là, où je suis sorti dans les bars, dans les boîtes de nuit, ça ne l'a plus été. Ouais. J'ai encore ces images de mecs qui me regardent de haut. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils me regardaient pas de haut. Mais moi, j'ai le même lien avec la entre guillemets communauté parisienne. Mais je pense qu'on se perd un peu dans le terme communauté qui du coup, pour toi et moi, il s'agit de côtoyer d'autres gens. Et donc en fait, il y a tout un tas de sous-groupes et d'associations et tout. Tu vois, moi par exemple, je fais de la chorale. Bah, c'est génial. Et toi, t'as pas trouvé des petites poches de personnes où tu te dis tiens, on va pas jouer avec le corps? Ouais, j'ai essayé. Il y a eu une chorale qui s'est faite à un moment donné. Et en tout cas, la réponse est non, quoi. La réponse est non. Ouais. Et j'en ressens pas le besoin aujourd'hui, en tout cas. Moi, je pense que j'insiste autant parce que c'est en train de changer ma vie. Ok. C'est parce que je pense que j'insiste autant parce que je suis passé de oh là là, c'est trop pas mon univers. Et puis, franchement, moi, faire la fête et boire, et j'ai pas envie. Enfin, si, c'est sympa, mais genre une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Et je m'y retrouvais pas. Et en fait, je trouvais que c'était pas safe pour moi. Je trouve qu'aussi à Paris, je trouve parfois il y a des poches de gens qui sont acerbes, qui sont là à faire des blagues et à critiquer les autres. Et moi, je suis mais les gars, en fait, moi, j'ai tout sauf envie. Enfin, je me tape les hétéros déjà, quoi. J'ai pas besoin. Ah, oui. Et moi, d'être sans cesse sur ce ton de l'humour sarcastique, je suis non, mais tu sais, j'ai mon père, j'ai les hétéros, genre, tu veux me dire un truc sympa, en fait? Ou bien, oui, tu peux rire de moi, bien sûr, mais on se connaît pas, gars, en fait. Genre, qu'est-ce que tu veux que je direct. Et puis, non, en fait, ne rigole pas de mon physique. Ouais. T'imagines bien que c'est pas l'endroit où on va aller si on se connaît pas. Enfin bon, tu sens mon énervement. Je sens. Et j'ai vraiment découvert autre chose. Même à Paris, tu vois. J'ai eu la chance et puis j'ai mis beaucoup d'énergie. Et en fait, là, aujourd'hui, tu vois, je suis à La Réunion, mais on s'envoie des vocaux avec mes amis, mes petits potes gays. On se raconte nos vies et puis on se parle d'un niveau d'intime, d'un niveau de... Tu vois, il y a un de mes potes, il fait rencontrer son copain à sa famille. Et ben, mine de rien, je pense que les vocaux qu'il peut nous faire à ce propos-là, sa famille... bah voilà, tu sais, c'est toujours... tu viens de le raconter super bien. C'est quand même une sacrée étape. C'est pas les mêmes vocaux qu'il doit faire à ses potes hétéros ou à ses meufs et tout. Et voilà, moi, je sais que c'est en train de transformer ma vie, dans mon rapport au corps, dans mon intime. Je peux trouver des alliés, tu vois. Et c'est pour ça que je pense poser la question. Mais en revanche, c'est absolument pas une obligation ou un point d'étape essentiel et tout. Merci, Nicolas.
Merci à toi, Guillaume. Est-ce qu'il y a une dernière chose qui t'apparaît comme j'ai vraiment envie de le dire, une dernière bafouille? Non, je crois que j'ai tout dit et je te remercie de m'avoir accueilli, de m'avoir posé ces questions, de m'avoir écouté. Et non, on a fait le tour, c'est très bien. Merci Nicolas. Merci Guillaume. Amis messins, parisiens ou suisses, à vos agendas, prochaine rencontre entre auditeurs. À Metz, c'est le 11 et 17 janvier soir. À Paris, samedi 1er février après-midi. Et à Lausanne, samedi 15 février après-midi. À Paris et à Lausanne, ça sera des rencontres avec un cercle de parole enregistré. Attention, place limitée. Prends ta place maintenant en remplissant le formulaire sur le site du podcast, page rencontre et live, bit.ly/comment devenir. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.